Aujourd'hui, on voit le frein numéro 5 qui peut empêcher ta douleur de progresser. Fait avant de commencer, un petit rappel, mets ça sur plein écran et tourne ton téléphone à l'horizontale si tu veux bien voir la présentation puisqu'elle est en format horizontal. Le frein numéro 5, la nutrition. Donc, on va voir l'influence que la nutrition peut avoir sur tes douleurs. Premièrement, c'est important de comprendre pourquoi la nutrition est primordial. Fait que les exercices et tous les autres freins qu'on a adressés précédemment sont super importants. La nutrition fait partie de ces freins-là et c'est ma job de t'aider à aller mieux niveau douleur. Et je ne ferais pas ma job complètement si on se contentait de parler seulement du côté mécanique. On doit absolument comprendre l'importance d'une bonne nutrition sur sa récupération et sa progression de la douleur. La nutrition va toucher plusieurs impacts qui peuvent influencer ta douleur. Par exemple, l'inflammation, ta capacité à régénérer tes tissus, ta composition corporelle, l'hydratation, ton énergie, ta motivation, puis ta santé osseuse. Fait que, premier point qu'on va regarder, c'est l'inflammation. Ici, on a une étude qui, en fait, c'est une méta-analyse qui a analysé 46 études qui a comparé différents profils alimentaires, occidental, méditerranéen, Healthy Eating Index, etc. Et on a observé leur association avec des marqueurs de l'inflammation, le CRP, interleukine 6 puis le TNF-alpha. Et le résultat, ça a été que les profils alimentaires de type occidental, ça c'est ici, que les aliments riches en aliments ultra transformés, c'était généralement associé à des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires. Surprise? Pas tant. Puis à l'inverse, les profils alimentaires qui étaient plus riches en fruits, légumes, aliments moins transformés étaient associés à des niveaux plus faibles de ces marqueurs inflammatoires. Fait que ce qui est à retenir ici, c'est que c'est pas que l'alimentation va provoquer une douleur. Tu vas pas développer une tendinite parce que tu as mangé une poutine. Mais ça peut influencer les niveaux d'inflammation, les marqueurs inflammatoires et créer un contexte moins favorable à la guérison. Ensuite, l'alimentation va influencer directement ta capacité à réparer tes tissus. Par exemple, on a une étude ici qui a encore une fois analysé, une méta-analyse qui a analysé 49 études chez des adultes qui s'entraînent au gym, qui font de l'entraînement sur résistance, et ils ont comparé différentes quantités de protéines alimentaires pour évaluer les effets sur les adaptations musculaires. Le résultat, encore une fois, pas trop surpris de voir ça, mais un apport plus élevé en protéines augmente significativement les gains de masse musculaire et de force musculaire. Les bénéfices plafonnent autour de 1,6 g par kilogramme de poids corporel par jour, avec à peine de gains supplémentaires si on allait au-delà de 2,2 g par kilogramme de poids de corps par jour. Fait que là, je t'entends sûrement me dire, parce que je l'ai entendu tellement de fois, ouais, mais moi, je veux pas devenir massif, moi, je veux pas devenir full musclé, puis ça me tente pas nécessairement d'être fort comme Hugo Girard. Là, il faut arrêter d'associer des gains de masse musculaire puis de la force comme si on allait devenir Hulk. Quand on vieillit, puis je parle pas rendu à 80 ans, à partir de 35 ans, notre masse musculaire et notre masse osseuse ont tendance à diminuer. Fait qu'à partir de cet âge-là, juste le fait de faire un effort pour gagner du muscle va freiner ou du moins ralentir cette perte-là. Fait que tu es en train de combattre à contre-courant. Ça va être très difficile, là, rendu à 50 ans, de dire, Calé, que je vais commencer à m'entraîner, il faut que je fasse attention à ma santé, mais je vais faire attention, je ne veux pas devenir trop musclé. Ça n'arrivera pas par erreur et même si tu fais tout ton possible, c'est beaucoup plus dur que tu penses et plus on vieillit, plus la pente descend en termes de masse musculaire. Fait que tu es quasiment juste en train de combattre la perte plutôt que de gagner. Puis oui, si tu pars de loin, tu vas gagner de la masse musculaire. Je ne suis pas en train de dire que tu n'en gagneras pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus dur passer un certain âge parce que la pente, elle descend. Fait qu'il y a une bonne partie de cet effort-là qui va être consacré à faire descendre moins rapidement cette pente-là. Puis si tu réussis à vraiment te donner à fond, oui, tu peux la faire remonter, mais ce ne sera pas jusqu'où tu penses. Et ça va au-delà de l'apparence, OK? Parce qu'il y a une forte corrélation entre les niveaux de masse musculaire et l'autonomie que tu vas garder plus tard. Ça, là, je le dis tout le temps de cette façon-là. Pour moi, s'entraîner puis être en forme, puis un bon taux de masse musculaire et pas trop de masse graisseuse, c'est la différence qui peut faire si tu finis dans un CHSLD ou non.
Je l'ai vu de mes yeux vus quand j'ai fait des stages en CHSLD, j'en ai fait 4. Et je vous jure que je me disais à chaque fois, la majorité des gens qui sont là pourraient facilement ne pas être là s'ils avaient été en forme avant d'en arriver là. Fait que ce qui est important de retenir ici, dans le fond, c'est, je vais en parler tantôt, là, fait que je ne veux pas donner trop de détails tout de suite, mais de tracker là, son apport en protéines, c'est super important parce que bien du monde qui pense qu'il mange bien, puis bien manger, la définition est très large. Pas parce que tu ne manges pas de chips, puis de chocolat, puis de barres tendres, puis de biscuits que tu as une diète équilibrée. Ça prend des chiffres, idéalement. C'est le nombre de fois que j'ai eu des clients en entraînement qui me disaient qu'ils mangeaient bien. Puis je leur disais, track tes affaires, au moins juste une semaine qu'on voit. Ces gens-là mangent très, très loin d'un apport en protéines idéal quotidiennement. Donc, non, ils ne mangeaient pas aussi bien qu'ils pensaient. Ce qui est à retenir, dans le fond, les protéines, là, c'est une chaîne d'acides aminés. Vois ça comme un mur de briques. Puis chaque brique joue un rôle pour soutenir la fondation, mais ces acides aminés-là servent à construire tes tissus et à les réparer. Avec un apport insuffisant, là, la pire chose que tu peux infliger à ton corps, là, on parle de diète keto où on enlève tous les glucides. On peut manger une diète faible en gras. Je ne dis pas que ça va être bon pour la santé, mais la pire chose à faire, c'est de ne pas avoir de protéines dans ta diète. Mettons que tu manges zéro protéine, juste gras, glucides, tu ne vas pas survivre. C'est dangereux. Contrairement à si tu fais une diète keto, tu peux quand même survivre sans manger de glucides. Je ne suis pas en train de dire qu'un est bon, l'autre est mauvais. Je suis juste en train de dire, si tu as une chose à prioriser, c'est les protéines. Maintenant, l'alimentation peut avoir une influence sur la santé osseuse. On a une étude ici qui a démontré, dans le fond, une revue systématique puis méta-analyse sur le statut en vitamine D chez des athlètes puis des militaires, avec des gens en forme. Et ces personnes-là qui sont souvent soumises à des stress, ben, peuvent avoir des fractures de stress. Et on a regardé en fait la corrélation entre les niveaux de vitamine D et ces fractures de stress-là. Les personnes qui présentaient une carence en vitamine D, fait qu'une déficience, avaient un risque significativement plus élevé de fracture de stress. Fait que les auteurs concluent qu'un statut adéquat en vitamine D contribue à maintenir une bonne santé osseuse, surtout chez les personnes physiquement actives, pas juste chez les personnes âgées. Puis là, il y en a qui vont dire, ah, mais la vitamine D, on peut l'avoir avec le soleil. Oui, et il faut faire attention. Il y a certaines personnes qui vont avoir génétiquement un problème qui soit ralentit ou même freine complètement la production de vitamine D par le soleil. C'est rare, mais ça vaut la peine de le mentionner. Et inversement, ben, l'hiver, tu ne te mets pas bien en chest dehors longtemps. Fait que ça peut être très, très pertinent d'en supplémenter l'hiver. En fait, c'est super simple. Si tu vas voir le médecin, demande-lui juste de tester tes niveaux de vitamine D et assure-toi qu'ils soient dans un niveau optimal. Hein. Si le range est en temps puis temps, puis tu es au minimum du range, ça peut valoir la peine de supplémenter même si tu n'es pas complètement en dehors dans le champ. Et le dosage, j'en recommanderais pas parce que c'est très relatif à chacun. Je vais dire ce que moi je prends personnellement l'hiver, je prends 4000 unités par jour. Mais ça, encore une fois, ça se teste parce que tu ne veux pas non plus avoir trop de vitamine D. C'est une vitamine liposoluble, donc c'est pas comme d'autres vitamines qu'on va uriner l'excédent, on le garde. Fait que la vitamine D, c'est à faire attention avec les doses. On ne veut pas en prendre trop non plus. Fait que ce qui est à retenir ici, les os, c'est un tissu vivant aussi, puis ça se renouvelle, c'est des cellules. Ces cellules-là, pour se régénérer, se renouveler, se reconstruire, ont besoin que tu aies une bonne alimentation, entre autres pour la vitamine D, mais aussi calcium, magnésium, bref, plein de micronutriments qui vont aider à garder une bonne santé osseuse. Et ça, encore une fois, ça peut être un bon, l'analogie que j'ai utilisée tantôt, ça peut être exactement ce facteur-là qui fait que tu finis en CHSLD ou non. Je te le dis, fracture de la hanche, une des fractures les plus dommageables pour une personne âgée. Une fois que la hanche est fracturée, de un, tu réduis tes risques de fracture de hanche si tu as des os en santé et une bonne masse osseuse. Puis si ce n'est pas le cas, puis tu te fractures la hanche, la récupération de ça est extrêmement difficile. Souvent, tu finis assis ou tu marches à peine avec une canne. Là, tu viens sédentaire, le diabète monte, le poids monte, puis ça a été montré à peu près en l'espace de 2 ans, ces personnes-là meurent. Fait que c'est super important de penser à ça avant que ça arrive. Tu ne penses pas à ta retraite quand tu es rendu à 65 ans, tu y penses toute ta vie, puis c'est maintenant le temps d'y penser. Maintenant, la composition corporelle.
Je pense que vite comme ça, on veut souvent perdre du poids pour l'apparence, mais ici, on a une étude qui démontre quelque chose de très important au niveau des douleurs. Une revue systématique qui a regroupé des études chez l'humain et qui a évalué le lien entre l'obésité et les douleurs musculo-squelettiques, en plus des marqueurs inflammatoires. Ils ont comparé les personnes qui avaient un IMC normal à celles qui avaient un surplus de graisse. Encore une fois, résultat pas très surprenant, mais les gens qui avaient un excès de masse graisseuse présentaient une prévalence plus élevée de douleurs musculo-squelettiques et, encore une fois, pas une surprise, aux genoux, aux hanches et au bas du dos. L'autre point important, c'est que les auteurs rapportent également que le tissu adipeux favorise la production de molécules pro-inflammatoires, pouvant contribuer encore une fois à ce qu'on a parlé dans le début du chapitre, l'inflammation, un facteur qui va rendre la récupération moins favorable. Fait que ce qui est à retenir ici, c'est que avoir plus de masse grasse, ça ne fait pas juste augmenter la charge sur tes articulations. C'est un gros facteur, mais ça contribue aussi à te rendre dans un état perpétuel d'inflammation chronique de faible intensité. Puis ces deux mécanismes-là ensemble peuvent définitivement influencer ta douleur. Ensuite, l'énergie, ben, je pense que ça, c'est évident. Quelqu'un qui mange vraiment mal comparé à quelqu'un qui mange bien, un va être beaucoup plus énergique et motivé. Ici, l'étude qu'on a, les chercheurs ont réalisé une revue de consensus du Comité international olympique portant sur le syndrome du déficit énergétique dans le sport. Fait que là, ce qui est intéressant, on parle encore pas de population générale, on parle de gens actifs. Et ce qu'on peut voir chez les gens actifs, particulièrement, je vois souvent des entraîneurs qui font des défis. Et dans ces défis-là, on va avoir une perte de poids drastique parce qu'on crée des énormes déficits caloriques. Mais ici, encore une fois, ce n'est pas une surprise. Un déficit calorique trop élevé est associé à une diminution de la récupération, une altération de la synthèse des protéines, puis une diminution de la santé osseuse et une augmentation du risque de blessure et une baisse des performances physiques. Il n'y a rien de bon dans un déficit sévère, autre qu'arriver sur un photoshoot puis avoir l'air sec, c'est pas santé. Fait que ce qui est important à retenir ici, c'est pas le déficit le problème, c'est s'il devient trop important ou dure trop longtemps. En fait, l'objectif qu'on se fixe quand on crée un déficit calorique, c'est qu'on veut être plus en forme, perdre du poids, puis être en meilleure santé. Mais quand il est trop prononcé trop longtemps, on va carrément dans l'autre sens. Nos performances au gym diminuent. Si tes performances diminuent, tu lèves moins lourd, tu construis moins de muscles, puis là, tu embarques dans un cercle vicieux, tu dors moins bien, tu as moins d'énergie. Fait que c'est pas une approche idéale, puis j'ai jamais prôné ça. Puis les défis là, de 8 semaines, là, ça donne rien. Si tu fais quelque chose de remarquable en 8 semaines, là, mettons que tu perds 30 livres en 8 semaines, je te garantis de un que tu l'as fait d'une façon qui n'est pas santé, puis de deux, les chances sont fortes que tu le reprennes parce que tu t'es tellement privé que tu vas pas être capable de soutenir ça dans le long terme. L'hydratation, fait une étude ici a montré une méta-analyse sur 33 études qui comparent les performances physiques et cognitives dans un état d'hydratation normale contre un état de déshydratation d'environ 2% du poids corporel. On peut encore penser aux bodybuilders qui vont sur un stage. Les résultats, une déshydratation d'environ 2% du poids corporel est associée à une diminution significative des performances physiques, une augmentation de la fatigue, puis une moins bonne tolérance à l'effort. Et tous ces effets-là, ensemble, peuvent indirectement nuire à ta récupération ou même nuire à tes entraînements tout court. Ce qui est important de retenir, c'est que l'eau est essentielle pour non seulement transporter les nutriments, mais aussi pour réguler la température corporelle, puis surtout pour faire s'assurer d'un bon fonctionnement au niveau de tes cellules. Même une légère déshydratation peut créer un contexte défavorable à ta récupération. Maintenant, comment est-ce que chacun de ces facteurs-là peut influencer, comprendre les mécanismes ici qui font que ces facteurs-là peuvent affecter ta douleur. Fait quand on parle d'inflammation ici, si tu manges moins bien et que tu te mets dans un contexte propice à faire plus d'inflammation, eh bien, comme on a vu tantôt, les marqueurs CRP, interleukine 6, TNF-alpha vont être plus élevés. Et là, on se trouve dans un environnement inflammatoire, donc moins favorable à la récupération. Et là, les douleurs peuvent persister plus longtemps qu'elles ne le devraient. Pour la réparation tissulaire, si tu ne manges pas assez de protéines, tu as moins d'acides aminés disponibles. Comme j'ai dit tantôt, c'est les petits blocs de briques qui servent à te reconstruire. Et si tu détruis ton mur, c'est important d'avoir assez de briques pour refaire ton mur.
Fait que la synthèse des protéines diminue et la synthèse du collagène aussi, hein. On pense aux muscles, mais il faut penser aussi aux ligaments puis à tous les autres tissus conjonctifs. Les acides aminés, en passant, là-dedans, il y en a qui servent à fabriquer du collagène, qui est le matériel pour notre cartilage. Donc, encore une fois, pas juste les muscles. Réparation tissulaire moins efficace et donc récupération ralentie. Maintenant, ici, les conséquences d'une carence en vitamine D sur la masse osseuse, ben, c'est sûr que si tu n'as pas assez de vitamine D ou de calcium, tu te mets dans un contexte propice à diminuer ton remodelage osseux, donc moins de densité et de résistance osseuse, et là, tu augmentes ton risque de fracture. Et si tu as une fracture, c'est pas juste une question de douleur, mais tout ralentit. Souvent, tu vas être immobilisé, donc plus d'activité physique. Là, tu vas prendre du poids, puis là, tout repartir la machine va être très difficile. Avoir trop de masse graisseuse, de un, ça augmente ta charge mécanique, plus ça te crée un contexte inflammatoire, donc tu te trouves dans une inflammation chronique de faible intensité. Et tout ça ensemble, c'est un contexte qui est évidemment moins favorable à ta récupération et donc qui amène un risque plus important de douleur qui persiste. Pour la motivation et l'énergie, ben c'est sûr que si tu es en gros déficit, ceux qui l'ont fait vont être d'accord, mais c'est sûr que tu as moins d'énergie. Souvent même, tu dors moins bien, tu performes moins bien au gym. Et tout ça peut non seulement diminuer ta capacité à te réparer, mais aussi les adaptations suite à l'entraînement et tes performances. Avec plus de fatigue, plus de risque de blessure. Puis la déshydratation, comme on a vu tantôt, ça aide. Une bonne hydratation va t'aider à transporter les nutriments. Fait qu'être déshydraté, ça nuit à ça. Ça nuit aussi à ta capacité à réguler ta température corporelle. Tout ça ensemble peut augmenter la fatigue et diminuer tes performances, et tout ça peut rendre ta récupération moins efficace. Fait que là, maintenant, on arrive à la section sur qu'est-ce que je peux faire avec ça, la partie la plus importante. Les protéines, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, les solutions, ici au Canada, Québec principalement, on mesure en livres, là, mais dans les études, ils vont montrer à peu près 1,6 à 2,2 grammes par kilogramme de poids ciblé par jour. Ce qui se traduit à 0,7 à 1 gramme par livre. Fait qu'on le dit souvent, cette règle-là, 1 gramme par livre. Tu payes 180 livres, 180 grammes de protéines par jour. Et là, il faut juste faire attention, j'ai vraiment mis ici poids corporel cible. Si un obèse pèse 350 livres, on ne lui donnera pas 350 grammes de protéines. On peut dire s'il mesure 5 pieds 8 et qu'il avait un poids santé qui pèserait 190 livres, bon, ben pour cette personne-là, 190 grammes de protéines par jour environ. Ça, je ne le dirai pas assez, je vais le répéter plein de fois, mais utilise une application pour tracker tes macronutriments, s'il vous plaît. Je l'ai dit tantôt, tout le monde pense qu'ils mangent bien jusqu'à temps qu'ils traquent leurs affaires et ça n'a jamais été aussi facile en 2026, OK? Ne pas le faire, c'est littéralement, il n'y a pas d'autre raison que parce que ça ne te tente pas. Ça me prend 2 minutes dans une journée pour vrai, c'est tellement simple. L'application permet de scanner les codes barres, ça rentre quasiment tout ça tout seul. Pour vrai, là, c'est pour te prendre 5 minutes dans ta journée, ça va doubler tes résultats, là. Puis en fait, entre ça puis passer 1 heure au gym, plus le déplacement, 1 heure et demie, 5 minutes par jour pour les bénéfices, c'est très rentable en termes de temps d'effort puis ce que tu vas en retirer. Si jamais tu as de la misère à atteindre, tu comptes tes affaires, tu manges, t'es bourré, tu es comme calique, je suis loin là, d'en arriver à mon apport quotidien idéal, ça va venir avec le temps, mais tu peux pallier avec un supplément de protéines. Personnellement, je préfère la whey isolate. Si tu es végétarien, protéines végétales, ou il y en a qui digèrent mal la whey. La protéine végétale et des avantages, bon, peut-être en poudre, là, ils vont combiner plusieurs, par exemple des légumineuses avec du riz. Donc, on peut avoir un profil d'acide aminé assez complet, mais il n'y a rien qui bat la whey sur le marché. C'est une protéine ultra complète, facilement assimilable. Puis la protéine végétale, elle goûte, on va le dire, elle goûte le cul. C'est pas bon. Puis même la meilleure, là, j'ai acheté celle qui est considérée comme la meilleure, c'est au mieux passable. C'est très, on va dire, cimenteux. C'est lourd. C'est souvent de la protéine de pois chiches, de riz. Fait que tu te fais un shake avec ça, là, tu peux quasiment le revirer à l'envers puis il tient là. Tu sais. Fait que, personnellement, si tu digères bien la whey, il n'y a pas de raison de ne pas en prendre. Le prix est raisonnable, c'est une protéine ultra complète de très bonne qualité. Fait que je vais mettre des liens. Là. Personnellement, j'ai un site que j'aime bien. Sinon, ne me casse pas le basic. Costco, ils ont une forme quand même bien aussi pour vraiment, vraiment moins cher qu'ailleurs.
Ce qui est important de retenir, c'est que les protéines vont fournir les acides aminés que tu as besoin pour te réparer, que ce soit au niveau des muscles, des tendons, les ligaments et même le collagène, comme j'ai expliqué tantôt. Les suppléments, là, fait qu'ici, ça, c'est un supplément, c'est pas un remplacement. Fait que ça peut t'aider à supplémenter, mais que je ne vois pas personne remplacer un repas par de l'eau puis de la poudre le matin, s'il vous plaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour la composition corporelle? Ben, c'est tous des trucs qu'on connaît déjà un peu, mais je vais être un peu plus précis que juste mange mieux puis bouge plus. Encore une fois, je vais le répéter, estime ton apport calorique avec une application. OK? Ça, pour moi, c'est comme. Il y a une mentalité que des entraîneurs vont dire non, 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 juste adopter des meilleures habitudes de vie, puis les clients ont des résultats, puis c'est moins freak, c'est moins exigeant. Moi, je dis tout le temps au monde, ça, c'est comme si je suis un courtier hypothécaire, tu viens me voir pour faire un prêt pour t'acheter une maison d'1 million, puis je te dis, parfait, combien tu gagnes, puis tu me dis, je le sais pas. Parfait, combien tu dépenses, je le sais pas. On va te dire, ça va pas bien. C'est comme un budget, ça. Tu vois, à la fin de ta journée, où est-ce que tu en prends trop, où est-ce que tu n'en prends pas assez. Puis tu le vois, tel aliment me donne ça, puis tu commences à faire des liens. Et ça vaut 100 fois plus que d'avoir une feuille qui te dit tout quoi faire, puis que le jour que tu n'as pas cette feuille-là, que tu t'écœures de manger les mêmes affaires, tu es complètement dépourvu de connaissances qui t'aident à faire les bons choix. C'est la pire chose à faire. C'est beaucoup plus long atteindre tes résultats, d'apprendre, puis de tracker, puis de voir, hey, OK, ouais, quand je mange des œufs, c'est haut en gras, donc plus de calories. Si je mets un mélange d'œufs puis du blanc d'œuf, il n'y a pas de gras dans le blanc d'œuf, hey, ça me fait moins de calories puis plus de protéines. C'est toutes des choses que tu te mets à comprendre à force de le faire. Mais tu vois, je viens de le dire, tu ne te rappelleras pas de ce que je viens de dire dans 2 jours parce que c'est un concept que tu dois expérimenter pour apprendre, puis ce genre d'apprentissage-là reste pour toujours. Viser un déficit calorique modéré, bon, la recommandation habituelle, on va dire 300 à 500 calories par jour. Moi, j'aime pas ça. Une fille qui mange 2000, 1800 calories par jour, 500 calories, c'est une beaucoup plus grosse proportion de sa journée qu'un homme qui en mange 3500. Fait que moi, j'y vais avec un pourcentage. Ça dépend. Tu peux commencer à 10%, puis augmenter tranquillement. Je dirais de ne pas dépasser 20%, mettons, de ton apport normal quotidien là, pour le maintien. Maintenir un entraînement à résistance, OK? Tu veux pas juste perdre du poids, tu veux perdre du gras et tu veux garder ta masse musculaire. Ça, c'est ultra important. On s'en fout de la balance. Tu pourrais avoir perdu 30 livres, puis là-dedans, il y a 15 livres de gras, 15 livres de muscle. Même bien mieux que tu pèses 15 livres de moins seulement que 30 livres, mais que tu aies juste perdu du gras. Viser 8 à 10 000 pas par jour, t'essayes de marcher plus, ça fait jamais de tort. C'est une fonction de base de l'humain, puis aujourd'hui, on ne l'utilise plus beaucoup. Puis, éviter de rester assis pendant des longues périodes, c'est niaiseux, là, mais si possible, brise tes périodes de sédentarité. Comme moi, je travaille devant l'ordi, bien souvent, je vais me lever, puis je vais juste me faire 1 à 2 minutes, quasiment des jumping jacks, faire quelque chose d'essoufflant, aller monter les escaliers, 15 étages, je reviens juste une fois, je me rassois. Ou sinon, j'ai mon petit tapis roulant, puis j'ai un stand-up desk. Fait que ça, là, je le pose tellement souvent à des gens, soit qui sont en télétravail ou que même à job, le boss le permettrait. Puis je leur dis comme, hey, essaye ça. Puis, ah ouais, c'est vrai, je pourrais. Puis je me dis, comment ça? Moi, ça a été la première chose quand j'ai passé d'un service en personne où que je massais le monde, je pouvais pas avoir ça, là. Mais ma pensée, c'était tout de suite, quand je vais travailler de chez nous, je vais pouvoir avoir un bureau qui se lève debout puis un tapis roulant en dessous. Je peux pas rester assis 8 heures par jour. C'est la pire, pire chose à faire pour ta santé puis la perte de poids. Puis marcher 8 à 10 000 pas, là, ça prend à peu près 1 heure minimum. Si tu fais ça sur ton tapis pendant que tu travailles, tu viens d'économiser 1 heure. Fait qu'il faut vraiment être conscient de cette réalité-là ici, OK? C'est pas parce que tu es allé t'entraîner au gym 1 heure, puis que c'était un bon entraînement bien intense, que ça veut dire que tu peux rester assis sur ton donut toute la journée et penser que ça n'aura pas d'impact négatif. Il faut aussi bouger plus à l'extérieur du gym. Et ça ne veut pas dire d'aller faire des acrobaties, puis des sprints, puis ci, puis ça. Juste briser les périodes de sédentarité, c'est suffisant. Tu peux te mettre une alarme, puis dire, bon, ben, à chaque heure, je me lève, puis je m'en vais faire un petit tour. Si tu es au travail, tu peux marcher, je ne sais pas, moi, 5 minutes, tu reviens, et tu fais ça chaque heure. Ça peut déjà être un très bon point de départ. Ensuite, solution concernant l'apport calorique. Adapte ton apport calorique à ton objectif. Si tu veux gagner de la masse musculaire, crée-toi un léger surplus. Si tu veux juste te maintenir, tu es satisfait comme ça, ben garde un objectif de maintien. Puis sinon, pour perdre du poids, crée un déficit, comme j'ai dit, entre 10 et 20%. Et ça, tu ne sauras rien de ça si tu ne traques pas ton apport calorique quotidien. Je vais laisser le lien dans les notes en passant
pour l'application que moi j'utilise, qui est gratuite. Fait que comme j'ai dit, pas d'excuses. Fait qu'évite les déficits caloriques trop importants qui peuvent nuire à la récupération et aux performances, puis évite aussi les surplus caloriques excessifs. Ça, là, c'est l'ancienne mentalité, OK, des gens qui s'entraînaient. On bulk, puis on cut. Bulker, genre dirty bulk, le monde, il se goinfre de 5-6 000 calories par jour de cochonnerie, là, pour être sûr de prendre le plus de masse possible. Puis là-dedans, il y a 5 livres de muscle qui a été gagné, puis 30 livres de gras. C'est complètement contre-productif. Un léger surplus, c'est bien en masse. Et là, tu vas me dire, comment je fais pour savoir combien de calories je dois manger dans une journée? Je vais te dire les deux façons. Je vais commencer par la moins efficace. Tu prends un calculateur sur Internet, ça se trouve en 2 secondes. Ou quand tu vas télécharger l'application pour tracker tes calories, ils vont te poser quelques questions, ton âge, ta grandeur, ton sexe, puis tes objectifs, et ils vont déterminer un apport calorique basé sur probablement les mêmes calculs que ce que tu trouves en ligne. Personnellement, j'aime pas ça pantoute parce que j'ai souvent tombé sur des chiffres un peu absurdes. Alors, moi, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais faire à mes clients? C'était littéralement de rien changer dans leur alimentation, de juste mettre comme habitude de tracker leur bouffe pendant un mois. Puis après ça, c'était super facile. Dans l'application, tu vas voir la moyenne. Puis si tu n'as pas pris de poids, ben tu sais que cette moyenne-là, c'est ton apport de maintien. Si tu as gagné du poids pendant ce mois-là, ce ne sera pas beaucoup, mais si tu as gagné 1, 2 livres, 3 livres, ben tu sais que tu es au-dessus de ton apport calorique de maintien. Puis si tu as perdu du poids, tu sais que tu es en dessous. Fait que moi, ça, c'est la façon la plus précise que j'ai trouvée. On se fie à tes réelles habitudes, on regarde comment ton poids s'est comporté, puis on va assumer qu'il s'est passé ça avec ton poids. Bon, ben, tu es soit en déficit, tu es soit en maintien ou tu es soit en surplus. Fait qu'à partir de là, c'est comme ça que tu peux déterminer de la façon la plus précise possible combien de calories tu dois manger dans une journée. Commence par juste les tracker sans changer ton alimentation pour voir ce que tu ingères quotidiennement avant d'avoir fait des changements. Fait que le but, c'est pas nécessairement de manger plus ou le moins possible, mais c'est juste de fournir à ton corps le fuel qu'il a besoin pour pouvoir récupérer. Il a besoin de gaz, il a besoin de blocs, il a besoin de, de nutriments pour se reconstruire. Donc, donne-y et il va être capable, ou du moins pas mal plus, de faire la job comme il faut. La qualité de l'alimentation, c'est pas juste une question de calories, mais aussi de la qualité des aliments que tu ingères. Fait que ici, j'ai mis ça le plus simple possible, là, mais essaye de faire en sorte que pour au moins 2 repas, fait que dîner, souper, que tu ailles la moitié de ton assiette en légumes. Choisis ceux que tu veux, cuisine-les comme tu veux, mais j'espère ne pas entendre du monde dire j'ai de la misère les légumes, je trouve pas ça bon. Si tu cuisines comme de la merde, ce sera pas bon. Il y a moyen d'apprêter ça que ce soit bon, puis il y a tellement de variétés que c'est sûr qu'il y a quelque chose en quelque part que tu trouves passable. Mais non seulement augmenter ton apport en légumes va faire en sorte que ta satiété va être beaucoup plus grande, fait que tu vas être bourré plus facilement parce que c'est de la calorie littéralement vide. Il n'y a presque pas de calories dans une grosse assiette de légumes. Ça prend de la place dans l'estomac, puis c'est de la fibre, c'est long à digérer. Donc ça, c'est un outil extrêmement important à utiliser si à chaque fois que tu fais un petit déficit calorique, tu dis ah non, 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 moi j'ai trop faim, je ne suis pas capable, tu manges sûrement pas assez de légumes. Et le parallèle avec ça, des fibres. Fait qu'un 25 à 38 grammes, là, selon ton poids de corps, c'est à peu près par jour. Poisson gras 2 fois semaine, ou bref, tu peux en manger plus régulièrement ou prendre un supplément d'oméga 3 si indiqué dans un certain contexte. Puis la règle du 80-20, qui s'applique à tellement de place, cette règle-là. Mais idéalement, 80% de tes aliments doivent venir d'aliments non transformés. Puis tu peux garder un 20% pour du plaisir, puis des aliments un peu moins, euh, un petit peu moins santé, mettons. L'alcool. L'alcool. Si ton objectif, c'est réellement d'être en meilleure santé possible puis de récupérer, ben, on sait tout, consommation zéro, OK? C'est fini le temps là, qu'on pensait qu'un verre de vin par jour, c'était santé, là. Il n'y a pas de raison de boire de l'alcool pour ta santé. OK? Ça, c'est la première chose à déterminer. Ensuite, si tu décides de boire, ben le nombre maximal recommandé par semaine, c'est 2 consommations. C'est rare que le monde s'arrête à ça, mais bon, vous êtes des adultes, vous faites vos choix. Privilégiez les boissons qui contiennent peu ou pas de sucre, OK? Déjà là, si tu dépasses 2 consommations, puis tu bois des patentes sucrées, là, tu viens vraiment pas t'aider. Il y a moyen de faire des bons cocktails, OK, sans sucre, ou juste littéralement d'acheter des seltzers, c'est de l'eau pétillante, puis de la vodka, ou peu importe. Tu peux prendre sinon des liqueurs diète avec du fort. Personnellement, c'est souvent qu'est-ce que je fais. Je vais me faire des cocktails sans sucre,
Ou sinon, je vais prendre des liqueurs qui n'ont pas de sucre, puis je vais mélanger avec ça. Je bois jamais de bière, jamais de vin. Jamais, jamais. C'est ma préférence personnelle. D'un, le goût, je trouve ça ordinaire. Puis de deux, la bière, je me sens toute ballonnée parce que c'est plein de gaz. Puis le vin, ben, c'est ça. J'aime pas tant le goût non plus. Et on s'entend, tout ça, c'est plus calorique que du fort avec une liqueur diète qui a 0 calories. Comme on a parlé dans le frein pour l'impact du sommeil sur les douleurs, ben, idéalement, si tu bois, essaye de ne pas boire jusqu'à 4 heures avant de te coucher pour laisser le temps d'excréter ça parce que ça peut nuire à ton sommeil. Puis, surprise, un moins bon sommeil nuit à ta récupération et peut augmenter tes douleurs. Et important, si tu écoutes mes conseils et que tu décides de suivre tes calories, rentre ton alcool. Ok? Tu vas voir, tu n'auras pas besoin de papa et maman pour te dire de moins consommer d'alcool. Tu vas voir à quel point c'est calorique de l'alcool et que ça te fait monter très rapidement. Et que si tu as le droit à juste 2000 calories dans ta journée, là, quand tu te bois 3-4 drinks, puis tu es rendu à 500-600 calories, là, tu te dis, je viens littéralement de remplacer un repas complet par ça. Là. Ou sinon, tu manges tes repas complets puis tu bosses de 600 calories, ce qui est quand même énorme là, au-dessus de ta moyenne. Fait que juste ça fait prendre connaissance que, hey, OK, il faudrait que je fasse attention. Fait que l'alcool, c'est pas juste, ça agit pas juste sur un aspect, mais plusieurs. Il va diminuer la synthèse des protéines, il peut perturber le sommeil, puis comme je viens de dire, ça ajoute énormément de calories quand c'est consommé, surtout si tu en bois tous les jours. S'il vous plaît, fais pas ça. Moi, je vais être bien transparent, OK? On va pas jouer au pape, là, mais moi, je vais boire le vendredi ou le samedi, puis des fois les deux. Et je vais dépasser 2 consommations. Mais mon exercice est fait. Le lendemain, je me lève top shape, je vais aller au gym pareil parce que j'ai arrêté de boire au moins 4 heures avant et je bois rien que du sucre dedans. Point final. Fait que ça peut déjà être un point de départ, puis de dire, gars, je ne vais pas prétendre être parfait, m'a dire la vérité, puis ça peut déjà peut-être t'aider à adopter quelque chose de plus réaliste pour toi. L'hydratation. Fait que ici, on veut viser 30 à 40 millilitres d'eau par kilogramme de poids de corps par jour. Là, on va encore parler de poids cible. OK? Si tu pèses 300 livres, 350 livres, tu n'auras pas à boire 6 litres d'eau. Mais si quelqu'un qui pèse 80 kilos, c'est à peu près mon poids, là, un poids moyen autour de quoi, 175-180 livres, entre 2,4 et 3,2 litres par jour. Et là, tu vas me dire, comment je mesure ça? C'est pas compliqué. Moi, j'ai une gourde. Je la traîne partout. Le monde, il rit de moi, mais c'est une gourde de 2 litres en stainless parce que j'essaye de ne pas mettre de l'eau dans du plastique et je te conseille de faire la même chose et ce n'est pas une conspiration. Ton plastique se désagrège à coup de microparticules dans ton eau. Fait que Amazon, gourde en stainless, 2 litres, puis tu te dis, il faut que j'aille finir ma gourde à la fin de la journée, tu es sûr d'avoir bu au moins 2 litres. Et là, si tu t'es pris un café le matin, puis là, tu prends un shake avec du lait d'amande, puis une liqueur diète pour te faire plaisir, OK, c'est pas de l'eau, mais ça reste qu'il y a de l'eau là-dedans. Mais si tu as un minimum de 2 litres, plus on compte les autres liquides, tu vas atteindre ton 2 à 3 litres par jour. Les électrolytes, j'en entends déjà me poser la question. C'est-tu bon? Ah, je vais acheter des électrolytes parce que là, c'est de la nouvelle mode. Les électrolytes, ça peut être intéressant si tu pratiques un sport qui te fait suer abondamment et que tu veux remplacer les électrolytes que tu as sués. L'affaire, c'est que sur le marché, la majorité des électrolytes, c'est de la saveur avec un peu d'électrolyte. OK? Un vrai électrolyte va goûter le sel. Ça goûte, tu peux mettre une saveur, mais ça va goûter salé. Parce que ce qu'on sécrète davantage quand on sue, c'est le sodium. Fait qu'un bon électrolyte va mettre une bonne quantité de sodium, puis oui, il va avoir le calcium, il peut avoir du magnésium, du potassium. Euh, mais dans tous les produits populaires, c'est souvent une quantité bien trop infime pour que ce soit significatif, à part les marques qui vont peut-être plus connaître ça. Je ne sais pas si ATP en fait un produit, je sais que NIH en font un, fait que je ferai confiance à ça. Je trouve que ça commence à faire cher. Personnellement, j'achète du magnésium en poudre, j'achète du potassium en poudre. Mon sodium, écoute bien, on a tout du sel à la maison, tu te graines du sel d'Himalaya, tu mets ça dans ton eau, whatever. Ça va faire la job. Et moi, j'utilise le BioSteel. Fait que juste pour être sûr qu'on se comprenne, je l'utilise pour la saveur. Je mets ça dans ma gourde 2 litres en stainless. En plus, elle garde la fraîcheur vraiment longtemps. Fait que je remplis ça de glace. Puis mon eau, elle goûte sa coche et ça me tente de boire. Ça goûte le jus et c'est pas chimique. BioSteel, ça a de l'allure les ingrédients qu'ils mettent. Pour vrai, ils en vendent en petits sachets au Costco, ils en vendent sur Amazon. Je vais mettre les liens dans les show notes si tu veux avoir une
meilleure assiduité à boire ton eau, ça peut être une façon de le faire. Si ton eau goûte bon, ça peut t'inciter à boire plus, tant mieux. Comme j'ai dit, les électrolytes, vraiment, si tu suis abondamment de façon régulière, ça peut être intéressant, mais c'est pas absolument nécessaire, là, comme on le fait croire. Le meilleur plan d'hydratation, c'est celui que tu es capable de maintenir. OK? Fait que si une gourde, comme j'ai dit, avec une quantité que tu te dis, bon, ben, je sais que j'ai bu mon 2 litres, s'il met de la saveur dedans, tant qu'il n'y a pas trop de chimiques, ça peut t'aider. Bon, ben, tant mieux. C'est la formule qui te convient qui est la meilleure. Les suppléments, ça, je le dirai pas assez. J'ai commencé direct mon rectangle avec ça, là. Optimise donc les bases avant de penser à ça, OK? Moi, ça me fait penser, j'avais fait un post à un moment donné sur le collagène, puis là, tout le monde s'est mis à m'écrire. Où est-ce que je peux trouver ça? Peux-tu m'envoyer le lien? Peux-tu m'envoyer le lien? Oui. Qu'est-ce que tu fais juste par curiosité pour ta douleur au genou, pour ta douleur à l'épaule, ta douleur au dos? Ah, je mets de la crème. Ben, je fais des petits étirements. Non, 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 non. Là, les suppléments, tout le monde comprend bien que si tu restes assis sur ton derrière, tu ne perdras pas de poids à prendre des pilules puis des suppléments. Il faut que tu t'actives et les suppléments vont venir stacker, ils vont venir se combiner à des bonnes habitudes. Fait que là, ingère assez de protéines avant même de penser à acheter des suppléments. 1 gramme par litre de poids corporel cible. Surveille tes calories, track tes calories, assure-toi que tu en manges assez ou pas trop. Mange des aliments peu transformés, 80% idéalement. L'hydratation, bois au moins 2 à 3 litres d'eau par jour. Et assure-toi que ton sommeil est de qualité. Et là, on se parlera de prendre des petites pénules. Ça devrait être là pour optimiser et supplémenter, jamais remplacer. J'ai fait un guide où que je décortique un petit peu là, les études sur les 5 suppléments les plus prouvés à agir contre l'inflammation, particulièrement pour l'arthrose au genou. Fait que les 5 suppléments sont ici le curcuma, boswellia, le collagène type 2, pas le 1 et 3 qui est vendu partout en marché, les oméga 3, puis la glucosamine, chondroïtine. Fait que je veux pas partir un chapitre là, sur ça. J'ai un e-book, je vais le mettre dans les notes. Tu pourras cliquer dessus puis regarder les suppléments. J'ai même mis un lien pour chaque sur où le trouver. Ça t'amène direct sur le site avec la bonne marque. Maintenant, les médicaments, ça, c'est tellement. On dirait que même les médecins n'en parlent pas, mais bon, ici, vraiment, là, je vais être prudent puis je vais mettre ça de façon la plus nuancée possible. Les anti-inflammatoires, arrête de prendre ça comme des bonbons, OK? L'inflammation, quand on a une douleur, c'est un processus normal dans les étapes de guérison. Fait que si tu es allé à l'école puis tu as fait le cours de biologie, soit en sciences nature au cégep, ou en tout cas, peut-être même au secondaire, euh, l'inflammation, c'est la première étape du processus de guérison. Fait que logiquement, freiner ça ou le ralentir, il y a un débat, OK? On va pas dire que c'est un consensus vraiment établi, mais avant, on parlait pas trop de ça. Et là, il y a tranquillement des recherches qui commencent à se faire sur l'impact de est-ce que les anti-inflammatoires pourraient ralentir le processus de guérison puisque ce processus-là commence par l'inflammation. Fait que je suis pas en train de dire de jamais en prendre. Je suis en train de dire prends-en quand c'est absolument nécessaire, puis que, OK, t'as bien mal, puis tu dors pas. Ben, t'es mieux d'avoir une bonne nuit de sommeil, puis de prendre un peu d'anti-inflammatoire. Fait qu'il y a des contextes, OK, dans ce que je dis, mais il y en a que j'entends souvent qui prennent ça comme si c'était des bonbons, là. Ça, il faut faire attention. La cortisone, là, on parle d'injection ici, là. Ça avec combien de personnes qui m'écrivent puis qui me disent que tout ce qu'ils ont fait, c'est des injections de cortisone. Ils n'ont même pas fait de rehab, ils n'ont rien fait d'autre. Je ne comprends pas qu'on a recours à ça en premier. Ça devrait être le moindre de nos soucis. La cortisone, de 1, c'est montré dans la majorité des études sur avoir un soulagement à court moyen terme. Le monde va souvent rapporter après 3 mois, ça revient. Puis là, le problème, c'est que si tu as plus qu'une injection, fait qu'à usage répété, la cortisone peut affaiblir certains tendons et même augmenter le risque de récidive et de chronicité par l'affaiblissement des tissus. Fait que quand j'en entends qui me dit ça fait 3 injections que j'ai dans l'épaule, je suis comme, il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose en quelque part. C'est très, très malheureux, ça. Et il faut savoir aussi, je le dis juste de même, là, par rapport, mais si tu vas te faire injecter de la cortisone et que tu es diabétique et que tu mesures ton glucose, il va augmenter temporairement. OK? J'ai déjà un client qui est arrivé, puis il capotait, puis il était comme, aïe, il faut que je retourne voir le médecin, il faut augmenter ma médication. Et j'étais comme, personne qui t'a fait l'injection t'a dit que ça allait augmenter ta glycémie. Des fois, j'en ai entendu des bonnes quand j'étais en clinique. Fait que c'est des choses à savoir importantes pour la cortisone. Les statines, fait que les médicaments qu'on prescrit pour le cholestérol,
Il y a certaines études qui démontrent un lien avec des douleurs musculaires ou articulaires. Fait que si tu as récemment ou si tu prends depuis un certain temps des statines et que tu commences ou tu as commencé depuis un bout à avoir des douleurs, je dis pas que c'est ça, je dis peut-être discute-en avec le médecin. À date, la théorie actuelle, c'est que les statines pourraient diminuer tes taux de CoQ10. C'est une molécule importante dans le corps, c'est un antioxydant, c'est un coenzyme. Ça se vend en supplément, donc là, la science n'est pas assez claire pour que je te dise, je te recommande de prendre le CoQ10 avec tes statines, mais ça peut être intéressant à explorer. Arrête pas ton traitement de statine sans avoir consulté ton médecin juste parce que je viens de te dire que ça peut causer des douleurs puis là tu as mal. C'est peut-être pas ça, OK? Mais il y a une relation, puis il y a quand même des études qui démontrent une corrélation entre l'utilisation de statine et des douleurs musculaires. Et les gens qui prennent des statines, souvent ne le savent même pas. Fait que je veux juste le dire ici pour mettre la lumière sur quelque chose sans dire que c'est ça le problème. Une autre affaire, on en a parlé dans le frein, qui était les hormones. Les inhibiteurs de l'aromatase, avec juste un petit récapitulatif, les inhibiteurs de l'aromatase sont utilisés pour réduire les niveaux d'estrogène, soit chez les femmes qui ont, par exemple, le cancer du sein, ou même chez les hommes sur le TRT, fait que la thérapie de remplacement de testostérone. C'est un médicament qu'on va souvent prescrire et si on ne contrôle pas bien l'estrogène, si on prend trop de ça et qu'on ne check pas nos bilans sanguins ou que finalement on les check et les niveaux d'estrogène sont trop bas, mais que le médecin ne dit rien ou fait rien, ça peut à long terme nuire à la qualité des tissus mous et des tissus conjonctifs. Fait qu'à faire attention et à surveiller si tu es un utilisateur d'inhibiteurs de l'aromatase, anastrozole qui est Arimidex, létrozole, puis Aromacin. Fait que peut-être juste à discuter, voir, comme être sûr que si tu prends ça, ben au moins que tes niveaux d'estrogène sont testés. Fait qu'important de retenir, certains médicaments peuvent influencer la douleur, la récupération ou la qualité des tissus, mais avant de modifier quoi que ce soit, ben, parle-en avec ton médecin ou le pharmacien. Fait que petit message de la fin. Les 5 messages à retenir. Priorise les protéines, s'il vous plaît. Je l'ai dit tantôt, à peu près 1 gramme par livre de poids cible. L'équilibre, OK, pas des extrêmes. On veut pas des déficits puis des surplus caloriques extrêmes. Il faut être dans l'équilibre. Fait qu'adapte ton alimentation à ton besoin. Les mauvaises habitudes alimentaires, c'est pas juste une question d'apparence physique, OK? On dirait que les gens vont souvent vouloir changer leurs habitudes parce qu'ils se trouvent gros puis ils se trouvent pas beaux. Puis c'est parfait, c'est un bon motif si c'est pour te mettre plus en santé. Mais si tu te dis, moi, je m'en fous, tu sais, je suis bien comme ça, ben, le fait d'être gras va souvent être associé avec plusieurs problèmes. Fait qu'une alimentation de faible qualité et une consommation excessive d'alcool ou même être mal hydraté, ça peut définitivement créer un contexte favorable à avoir des douleurs qui ne progressent pas. Les suppléments sont là pour supplémenter. Ils optimisent et ne remplacent jamais une alimentation complète, un sommeil adéquat et un mode de vie de qualité. Et le dernier point, ça, je veux vraiment mettre un accent là-dessus. La douleur est multifactorielle. C'est pas pour rien que je suis en train de te parler de ça. La douleur, c'est pas juste une question de j'ai mal, quel exercice je dois faire, mais c'est pas juste une question de ah, j'ai mal, c'est peut-être parce que je mange pas bien. Ah, j'ai mal, c'est peut-être parce que je dors pas bien. C'est un ensemble, c'est multifactoriel. Plus tu règles les 5 freins que j'ai présentés, si tu dors bien, tu manges comme il faut, tu manges assez de protéines, un nombre de calories adéquat, tes hormones sont en santé, le stress est sous contrôle et que tu doses bien ton sport, ton entraînement, que tu contrôles bien le stress mécanique et qu'en plus tu fais mon programme, écoute, tu maximises tellement tes chances de diminuer ta douleur que c'est ton devoir de faire ça, s'il vous plaît. Là. C'est pas pour rien que je prends le temps d'expliquer tout ça. Fait que super important. Et finalement, je veux vous laisser là-dessus. J'aime bien finir avec des actions concrètes et je te demande d'en choisir une seule. Comme ça, on ne change pas ton mode de vie au complet. Si j'en ai une, je ne l'ai pas mis en premier pour rien, mais si j'en ai une à suggérer, c'est vraiment de télécharger une application pour tracker ta nourriture. Deuxième, super simple, achète-toi une gourde sur Amazon, remplis ça, puis donne-toi comme défi de finir ta gourde à la fin de la journée. Action 3, assure-toi d'atteindre au moins entre 0,7 et 1 g de protéines par livre de poids corporel cible par jour. Action 4, si tu consommes de l'alcool, limite-toi à 2 consommations semaine, puis surtout, comptabilise-les dans ton application si jamais tu tracks ton alimentation.
Puis manger plus de légumes, si tu es capable de remplir à peu près la moitié de ton assiette, 2 repas par jour, ce serait déjà un très bon point de départ. Fait que, tout ça pour dire, pas obligé de tout adopter ça en même temps, mais si tu es capable d'en choisir une et de l'écrire en commentaire, si tu veux être redevable et que tu l'affiches devant tout le monde, ça va augmenter tes chances de l'adopter. Et je vais mettre toutes les ressources sous la vidéo. Fait que si jamais tu as des questions sur je sais pas quelle protéine acheter, c'est quoi l'application, c'est où je la download et tout est en dessous. Fait que va jeter un coup d'œil à ça. Ça devrait vraiment t'aider. Je vais tout mettre les outils qui peuvent t'aider.